Mon père était un très bon dessinateur et même un très bon graveur. J'ai une vanité en gravure qu'il a faite à 17 ans et qui était de très bonne facture. Je l'ai entendu toute sa vie me dire je vais me remettre au dessin, sans qu'il l'ait jamais fait. Et c'est un père qui, au lieu de favoriser le don que toute la famille avait pour le dessin, il disait faites d'abord des études et après vous ferez du dessin. Forcément, je ne pouvais pas entendre une chose comme ça. Alors, quand je ne m'entends pas véritablement avec ce père que je trouve très strict, et donc, comme tous les pères l'étaient à cette époque-là, et je fugue, je reviens entre deux policiers dans une voiture de police, je repars encore, et puis je reviens. Et puis, des amis de mes parents, s'apercevant que ça ne pouvait pas durer, m'invitent à passer ma terminale à Vannes. Voilà. Et cette femme assez merveilleuse, quand mon père voulait avoir des nouvelles de moi, elle lui répondait Pitou, c'était son petit nom, c'est mon fils pendant 1 an, c'est plus le tien. Et quand j'ai terminé cette année-là, j'avais une petite amie délicieuse avec qui je m'entendais très bien, mais cette dame est venue vers moi et m'a dit tu te souviens de ton projet? J'ai dit oui. Elle me dit les Arts Déco à Paris, oui, fais ta valise et pars. C'était un peu bizarre, mais c'est ce que j'ai fait. J'ai juré à cette petite amie qu'elle viendrait me rejoindre, et bien sûr, la vie est devenue autre chose. Voilà. Et à ce moment-là, en effet, je me suis débrouillé pour préparer les Arts Déco. Il avait fallu, avant cela, réussir le concours d'entrée des Arts Déco, qui était assez difficile, puisqu'il prenait 150 personnes sur 1500 qui se présentaient. Et j'ai fini 40e, 41e. Mais je n'ai fait qu'1 an des Arts Déco, parce que forcément, je n'étais pas dans la position d'un fils à papa qui aurait pu traîner, j'avais intérêt. Et j'ai fait donc la première année, et c'est sans doute vers la fin de cette première année que j'ai entendu parler de la possibilité de présenter un dossier donc à un éditeur, qui était Glénat à ce moment-là, pour une nouvelle petite collection que dirigeait un garçon qui n'avait rien fait pratiquement avant, qui s'appelait François Rivière. Et ce qui a retenu l'attention de Rivière, c'était un dessin d'une petite amie que j'avais et qui était sur mon lit et qui regardait, qui lisait l'énigme de l'Atlantide, avec un cendrier dans lequel on pouvait voir un joint et se consumer, et c'était écrit en dessous l'invitation au voyage. Ah, ça a beaucoup plu à Rivière, et c'est comme ça qu'on a commencé à parler, et j'ai fait cette couverture, et après Vogue la galère. Donc, après avoir fait cette couverture de livre, Rivière, qui n'avait à ce moment-là fait qu'une chose, ou même c'est même peut-être après ça, il avait fait un livre qui s'appelait L'école d'Hergé, bien avant qu'on emploie l'appellation Linclair. Et il me propose d'aller rencontrer Hergé, chose difficilement repoussable. Et donc, quand je vais voir Hergé, je ne suis pas en aucun cas un type, qui pense qu'il va faire de la bande dessinée, parce que je n'en avais même pas l'intention. 2, même si à cette époque-là, il y avait 2 boulots qui n'étaient pas sérieux, mais qu'on pouvait faire sérieusement, c'était auteur de romans de science-fiction ou auteur de bande dessinée. Et donc, ça ne faisait pas un choix très large. Et comme la science-fiction, je ne comprends déjà pas notre époque, c'est pas pour aller dans la science-fiction, donc il restait ça en gros. Mais je ne me disais pas, je vais faire de la bande dessinée. Mais on avait plein d'intérêts autres. Et quand je vais voir Hergé, j'ai quand même tout ça en moi. Et quand j'ouvre la porte de sa truc, quel bonheur, je ne vois rien qui ressemble à de la bande dessinée. Et derrière lui, majestueusement se présentent 5 sérigraphies
de Lichtenstein qui m'intéressait déjà énormément, moi, à l'époque, et dont je connaissais très très bien le travail, et un Lichtenstein qui n'est pas le type qu'on connaît aujourd'hui, qui était encore en gestation, tu vois, et lui, il a 5 sérigraphies de la cathédrale de Rouen avec des éclairages, on va dire, différents, tout fait en pointe. Quel beau travail. Je me dis, voilà. Ce qui ne veut pas dire que ça va engager une conversation sur l'art, parce qu'on ne savait pas grand-chose sur Hergé. Hein. On ne savait pas l'existence de Pierre Sterckx et puis de sa passion pour ça, mais j'avais été sidéré. Tu vois. Et ça se passe bien, je lui fais dédicacer un album, j'ai mon Tintin et Milou, parce qu'il ne faisait que ça, comme tu le sais. Et quand on repart, en effet, dans le train, on s'occupe, on parle, et Rivière me dit qu'il a le projet de faire un roman, et il m'en donne la trame, et c'est la trame de Sevenoaks, avec cette mise en abîme. Et je lui dis, mais non, on va faire une bande dessinée avec ça. C'est-à-dire que moi, il n'était pas question que je rentre dans la carrière, comme tu le sais, je ne suis pas un travailleur manuel, je ne suis pas un artisan, mais cette idée de panache, de rentrer dans la bande dessinée comme ça, alors ça, oui, ça m'a plu. Et on s'y est mis. À l'époque où on va faire cet album-là avec Rivière, il faut comprendre quelle est la scène de bande dessinée. C'est un peu la mort des héros traditionnels, et le meilleur exemple avant ça, parce que c'est Tardy, qui fait son premier album, que moi j'adore, mais vraiment dont je tombe amoureux, qui est Bras d'Avoine. Là, on a en effet un anti-héros qui va rien foutre, et tout. J'ai adoré véritablement cet album à l'époque, hein, mais c'est pas de la ligne claire véritablement, Tardy. On est d'accord. Et nous, on va apporter une étape supplémentaire, c'est que le héros, c'est un héros de fiction, au point que Goscinny et Greg, quand on a la prépublication dans Pilote a commencé, nous ont demandé de faire une page d'explication un peu. Alors est-ce qu'ils craignaient le côté gore de l'histoire, ou cette fin de déconstruction narrative qui était inhabituelle à un genre très linéaire, et c'est là qu'on a eu ce petit statement de dire on rend hommage à nos maîtres, mais on a l'intention de partir ailleurs. C'est une époque qui bouge beaucoup. Il faut comprendre qu'un type comme Hitchcock, qui est une évidence aujourd'hui, à l'époque, il y a 10 films de Hitchcock qui passent à la télévision, personne ne comprend que c'est un génie, et c'est Truffaut qui va mettre ça en valeur, on le sait, mais on a la chance, nous, de voir à Paris, tout d'un coup, un festival où on voit les 60 films d'Hitchcock. Ça change la donne. C'est une époque où on voit aussi des films muets de Pabst, avec une fille qu'on découvre et dont on tombe tous fous amoureux, qui est Louise Brooks. Et tout d'un coup, Marlène Dietrich, qu'on adorait, et Greta Garbo prennent un coup de vieux terrible. Et on se dit, et nous, on s'est dit, pourquoi pas rendre hommage, en effet, à l'école belge de bande dessinée, mais en insufflant. Je ne sais même pas d'ailleurs si c'était très conscient, mais en même temps, ça se faisait naturellement. C'était une nouvelle génération, il se passait quelque chose dans l'air, si tu veux. Et c'est pour ça que j'ai créé une Olivia qui ressemble beaucoup à Louise Brooks, sauf que forcément, je l'ai intellectualisée avec un nez un peu cassé et puis un air un petit peu différent. Mais en gros, l'intervention fondamentale, c'est Louise Brooks. Je pourrais dire que si on me disait choisir entre Hergé et Jacobs, je prendrais Jacobs parce que c'est plus ma nature, je préfère le réalisme, si tu veux. Mais si on me demandait au contraire,
quel est le génie des deux? Je répondrai Hergé. On voit bien que c'était une bande dessinée qui primait l'efficacité. C'est-à-dire, on en a tous été là, même je crois encore aujourd'hui, si tu lis un Tintin, tu vas jusqu'au bout. Tu te dis, je vais regarder que cette page-là, et il y a un effet d'entraînement extraordinaire, tu vois. Et moi, c'est exactement ce que je voulais casser. Je voulais arrêter le temps. Je voulais que les gens ne soient pas entraînés par ça. Je voulais freiner. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je ne suis pas fait pour la bande dessinée. Je pense que très naturellement, je suis un illustrateur. Et alors un illustrateur qui aime les livres passionnément, donc qui fait ce que je fais aujourd'hui, où je rejoins mes maîtres anglais, les Osbert Lancaster, les Nicholas Bentley, et où je fais mes histoires avec 2 personnages simplifiés. Donc j'aime le livre, mais je suis un illustrateur. Et il y a quelque chose dans la bande dessinée qui ne me va pas, qui est qu'il y a tellement d'images que tu ne peux pas les travailler autant qu'une illustration. Et ça m'a toujours extrêmement gêné. À l'époque, on vivait bien de la bande dessinée parce qu'il y a une prépublication. Non, on avait plutôt besoin de découvrir d'autres champs. Et je pense par exemple qu'on faisait beaucoup de publicité. Ah, ça nous a gagné de l'argent, beaucoup d'argent. Mais je veux dire qu'on ne faisait pas de la publicité pour l'argent. Je te donne un exemple. Quand j'étais encore en train de faire le dossier Harding, j'avais découvert le pinceau et je n'en pouvais plus de faire de le dessiner à la plume. Et il allait bien falloir pour autant que j'aille jusqu'au bout de l'album comme ça. Mais entre-temps, justement, dans la publicité, dans des travaux comme ça, j'entraînais ma main à dominer le pinceau, puisque le pinceau, comme tu le sais, pourrait s'écraser facilement sur le papier. Et donc, il faut avoir une maîtrise qui confère presque à l'art martial, tu vois. Donc, ça demandait quand même une accoutumance. Et voilà, et on pouvait faire ça très très bien. Et puis après, en effet, on a commencé, moi j'ai fait la première affiche de cinéma, c'était Diabolomante, qui a eu un succès phénoménal. Hein, et plus tard, et après Diabolomante, on m'a beaucoup demandé de faire des affiches. Mais le monde du cinéma me déplaisait au plus haut point. Je donne un exemple, je sors d'une projection privée, d'un film dont je dois faire l'affiche, et le type, le metteur en scène me dit « Vous avez une idée pour l'affiche ?» Je dis « Oui, peut-être. » Il me dit « Parce que moi j'ai la bonne idée. » Je lui dis « Ah bon, laquelle ?» Il me dit ben, « Une idée qui fait venir 1 500 000 de spectateurs. » La bonne affaire, tu vois. Et donc je décide d'arrêter d'en faire. Au début, je n'étais pas un bon portraitiste et je dirais que je ne pensais même pas à faire des portraits. Pour la bonne et simple raison que je suis quelqu'un qui n'aime pas dévisager les gens. Or, tu peux pas portraiturer quelqu'un sans le regarder. Et moi, je n'aimais pas beaucoup ça. Et puis, finalement, je suis devenu en effet quelqu'un qui a fait des centaines de portraits. Et c'est une de mes grandes joies, curieusement. Surtout que je fais des portraits de gens que j'aime, que ce soit Fitzgerald, Radiguet ou d'autres. C'est toujours un plaisir. Quand c'est sous-tendu en plus par une admiration, c'est pas dur. Quand tu as la simplification extrême, elle procède du même effet que le dessin. Plus tu vieillis, plus ton plaisir c'est d'épurer, en gardant quand même toujours la psychologie. Hein. Je savais que le pinceau m'apporterait par sa tendresse, par sa rondeur, m'apporterait encore plus de psychologie à mon dessin et à mes personnages. Voilà. Et donc les choses, c'est... Et puis après, curieusement, tu sais, de temps en temps, tu as des accélérateurs bizarres. Par exemple, quand on m'a demandé de faire l'affiche de Alain Resnais, de Woody Allen, Harry dans tous ses états, eh bien c'était un vendredi, et je dis c'est pour quand? Et ils me disent c'est pour lundi. Et je lui dis bah, ça va pour vous. Et
et je l'ai faite dans le week-end, et je me suis juré, ah oui, parce qu'ils m'ont répondu, j'ai dit ça va pour vous, et ils m'ont dit, oh, avec ton talent, voilà. Et bien, je me suis dit, dorénavant, je ne ferai jamais une affiche en plus de 2 jours, je ne mettrai que le week-end à le faire. Et finalement, cet accélérateur doublé de paresse, ta grande exigence, peut très bien se combiner avec la paresse et avec l'impatience. Et ce truc-là, bah, ça fait peut-être un correct portraitiste. Avec le moins de couleurs possible. Jamais des couleurs les unes à côté des autres, que ça soit clair. Et ne jamais être dans le réalisme. Tu sais, j'aimais beaucoup cette phrase qui disait « Un jardin anglais, c'est l'illusion de la nature sauvage ». Et bien voilà, quand on fait les cheveux par exemple d'une femme à la Marilyn Monroe, il faut mettre du jaune. Voilà, il ne faut surtout pas mettre la vraie couleur parce que ça sera terrible. Et que choisir des couleurs fortes. Regarde, si tu étudies un peu Jacobs par exemple, et ce qu'on a malheureusement oublié de comprendre, c'est que l'espadon, regarde les couleurs, comment elles sont, c'est presque pop. Là, il y a l'aile rouge dans un ciel bleu avec des nuages blancs, et puis c'est tout. Et le trait noir, quelle puissance, tu vois. Et je pense que, comme Soulages le disait pour la peinture, plus les moyens sont limités, plus l'expression est forte. Ça, c'est mon dogme.